Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Mathieu Violette et je suis enseignant en droit international privé et droit international européen à l'Institut supérieur de préparation. Je vais vous parler dans cette vidéo de l'épreuve du CRFPA 2019 dans ma matière, le droit international et européen, et vous donner mon analyse du sujet. Alors pour commencer, ce sujet était, vous en avez probablement eu connaissance en fouillant sur les réseaux sociaux, divisé en deux parties, une première partie sur 12 points, une deuxième partie sur 8 points, un cas pratique relativement simple, avec des questions qui n'étaient cependant pas clairement identifiées, et donc il fallait être très attentif à ne pas manquer une partie de ce qui était attendu, et de vraiment lire entre les lignes de manière à ne manquer rien de ce qui rapportait des points au barème. Au-delà de cette question-là, ce cas pratique était un cas pratique qui tenait en une page, qui était d'une facture qui était plutôt simple. On s'était posé la question de savoir si la forme qu'avait pris l'épreuve de droit international et européen en 2017 et 2018 serait reconduite en 2019. On a une réponse qui est plutôt positive. Il y a des petites spécificités d'une année sur l'autre, mais globalement, on reste sur quelque chose qui est relativement constant, avec comme petite originalité cette année, au niveau du programme de révision, le fait que l'on voit apparaître pour la première fois des questions qui très clairement relèvent du programme de droit du commerce international, puisque vous le savez probablement, le bloc que l'on appelle, cette option du CRFPA que l'on appelle le droit international et européen, recouvre en réalité le droit international privé, le droit du commerce international et une partie du droit de l'Union européenne. Le droit international public, qui a fait partie du bloc pendant 2 ans, en a été retiré. Et c'est donc la première fois que le sujet porte en partie sur des questions de droit du commerce international. Je dis en partie puisqu'il ne s'agit que d'un petit morceau sur l'ensemble du cas pratique. Alors si on regarde les questions et si on regarde le découpage des questions, il est probable que nous avons à peu près 4 ou 5 points qui seront réservés. Il faut encore regarder le barème, mais si tant est qu'on puisse mettre la main dessus. Mais il y aurait à peu près, je pense, 4 points sur le droit du commerce international, probablement 4 points également sur le droit de l'Union européenne, le reste étant consacré au droit international privé. Donc on a une dominante de droit international privé qui se confirme, puisque la première année, on était à 50-50 droit international privé, droit de l'Union européenne sur le concours 2017. Sur le concours 2018, on était très droit international privé, que là encore, on a une dominante droit international privé, même si elle est un petit peu mélangée. Alors, on a également là un cas pratique qui, comme en 2017, comme en 2018, est inspiré assez fortement dans certaines de ces questions, en tout cas, d'actualité récente, d'actualité des 2 années écoulées, sur lesquels on va revenir quand je vais dérouler un petit peu le cas pratique et vous donner mon opinion sur les différentes étapes et les différentes questions à traiter. Mais en tout cas, on reste effectivement sur l'idée que la connaissance des actualités récentes est très importante pour bien réussir les épreuves, même si on peut très largement, avec une bonne méthodologie et de bonnes connaissances de base, s'en sortir avec la moyenne dans cet exercice. On a là un exercice qui n'est pas très technique, même en ne connaissant pas les jurisprudences, on va dire, d'inspiration du cas pratique. Il n'était pas du tout insurmontable, techniquement parlant, ce cas pratique. En revanche, la multiplicité des questions le rendait peut-être un petit peu difficile au niveau du chronomètre, puisqu'il s'agissait de réussir à enchaîner les questions sans perdre trop de temps, être propre sur la méthodologie sans perdre trop de temps, de manière à pouvoir finir le cas pratique en entier et le couvrir intégralement, avec tout de même un tout petit bémol pour la toute dernière question qui portait sur les clauses attributives de juridiction asymétrique, où là on ne pouvait pas s'en sortir par rapport à ce que je vous disais. On pouvait très difficilement s'en sortir si on ne connaissait pas les actualités récentes. En règle générale, on pouvait
sans problème faire la moitié des points dans toutes les questions, même sans avoir de connaissances pointues des actualités, mais vraiment sur la dernière question, c'était vraiment très très difficile. Il s'agissait donc d'une épreuve qui était assez substantiellement similaire aux deux épreuves précédentes, qui visait à tester avant tout la méthode des candidats et les connaissances générales sur la matière, avec un petit bonus qui était réservé à ceux qui avaient effectivement une bonne connaissance des actualités. Rien d'insurmontable, mais quelque chose qui reste tout de même à cheval sur les 3 parties du programme pour la première fois. Donc quelque chose qui brassait relativement large et qui est probablement fait dans l'esprit et dans l'idée de vérifier que les candidats ont des connaissances plutôt complètes au niveau du programme de révision. Alors, ceci étant dit, quels étaient les différents points importants à envisager à l'intérieur de cette épreuve? On avait donc un cas pratique qui se divisait en 2 parties, un grand 1, un grand 2, un grand 1 sur 12 points, je vous le disais, et un grand 2 sur 8 points. Le grand 1 était un mélange de droit du commerce international et de droit international privé. C'est vrai que lorsqu'on parle de contrats internationaux et particulièrement de contrats de vente internationale de marchandises, on est finalement à cheval entre ces deux matières qui sont assez artificiellement divisées dans les manuels et dans les cursus scolaires, mais qui en réalité fonctionnent dans la réalité du contentieux et dans la réalité du travail dans les cabinets d'avocats, fonctionnent main dans la main. Alors, on avait une question qui était relativement simple à découvrir. Encore une fois, elle n'était pas formulée explicitement, mais une interrogation quant au juge compétent. Il s'agissait là d'un contrat d'approvisionnement, donc d'un contrat de vente internationale de marchandises. Le contrat, la caractérisation du contrat était plutôt simple. Il s'agissait d'un contrat entre une société de droit français et une société de droit italien. Par conséquent, en l'absence de clause attributive de juridiction, le défendeur étant domicilié sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, pour ce qui est de la compétence des juridictions, le règlement Bruxelles 1 bis était de manière très claire applicable et l'application de l'article 4 combiné à l'article 7, paragraphe 1, petit b, permettait assez facilement de déterminer la compétence des juridictions dans cette affaire. Probablement pas une question très compliquée, mais une question où il fallait être soigneux, notamment sur le champ d'application du règlement Bruxelles 1 bis, sans y passer trop de temps, puisqu'il s'agissait de quelque chose qui n'appelait pas beaucoup de discussions. Deuxième question implicite, mais qui était assez simple, elle aussi, à repérer, puisqu'on vous la formulait quasiment en disant, en l'absence de clause indiquant le juge compétent et le droit applicable, le client s'interroge sur les chances de succès, donc la question du droit applicable est posée. Par conséquent, il s'agissait juste très simplement de faire un conflit de loi, avec un tout petit piège, très simple à surmonter pour les personnes qui ont été bien préparées et qui ont suivi des cours et qui ont notamment eu les polis de l'ISP pour réviser, puisqu'il s'agit de bien se souvenir qu'en matière de vente internationale de marchandises, c'est non pas le règlement Rome 1 qui s'applique en l'absence d'un choix, et d'ailleurs même en présence d'un choix, mais la Convention de La Haye de 1955 sur la loi applicable aux ventes internationales d'objets mobiliers corporels. Voilà, donc quelque chose d'extrêmement simple. Ensuite, se posait la question d'un délai de prescription. Il y avait un délai de prescription anal prévu par le droit italien. Et ce délai de prescription posait question. Le droit italien était le droit qui était en l'occurrence applicable. En tout cas, c'était la réponse qui était quasiment la seule et unique qu'on pouvait donner. Il y avait très très peu de marge de manœuvre pour interpréter les faits d'une manière différente. Et du coup, ce délai de prescription pouvait être considéré comme étant applicable.
Et du coup, là, la question devenait un tout petit peu plus technique et tout petit peu plus compliquée et faisait référence éventuellement à une actualité de l'année, voire peut-être même à un arrêt de la Cour de cassation de 2017. Alors l'actualité de l'année, c'est un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Da Silva Martins, qui est un arrêt qui pose comme principe qu'un délai de prescription ne peut être qualifié de loi de police. Donc ça permettait, dans la réflexion sur ce délai de prescription, pose-t-il un problème? On ne peut pas écarter ce délai de prescription anale du droit italien en disant que le délai de prescription français serait constitutif d'une loi de police. Ça aurait été une solution, mais on doit conclure par la négative. Et il restait la possibilité éventuellement d'écarter ce délai de prescription anale du droit italien en utilisant l'ordre public international. Et là, soit on connaissait la jurisprudence, soit il fallait en discuter un petit peu plus librement, mais ça rappelle un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui avait été rendu en décembre 2017 et qui figurait en bonne place dans le polycopier de l'ISP cette année et qui justement aborde le délai de prescription en présence d'un contrat soumis à la Convention de Vienne, ce qui est une manière de rappeler à la fois que la Convention de Vienne ne s'applique pas au délai de prescription, ce qui valide le fait que c'est effectivement le droit italien qui s'y applique, et un arrêt qui permettait de discuter justement de la validité d'un délai de prescription de 1 an. La toute dernière question à aborder justement dans ce grand 1 est la question de la CVIM, de la Convention de Vienne de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises. Parce que effectivement, on a là une vente de marchandises qui est simple à caractériser. On peut tester de manière très rapide l'applicabilité de la Convention de Vienne à ce cas pratique, qui est assez évident s'agissant d'une vente de marchandises entre la France et l'Italie. Et puisqu'il y a un problème de conformité, eh bien, il y a la possibilité d'appliquer la Convention de Vienne. Donc, sur cette partie mise en œuvre de la Convention de Vienne, qui était, pour le coup, cachée, mais qui sautait aux yeux à toute personne ayant un petit peu révisé la vente internationale de marchandises, puisque le cas pratique se finit par un argument de la société italienne qui prétend n'avoir commis aucune contravention essentielle, et la contravention essentielle est l'une des notions centrales à l'intérieur de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. Donc ça devait vous mettre la puce à l'oreille sur l'idée que la Convention de Vienne était éventuellement applicable et qu'il fallait explorer cet argument sous l'angle de la Convention de Vienne. Donc, à la fois, ça testait votre capacité à tester l'applicabilité de la Convention, à tester la présence d'un manquement contractuel, en l'occurrence d'un manque de conformité extrêmement simple, puisqu'il s'agit, sous l'article 35 de la Convention de Vienne, qui détaille ce qu'est un manque de conformité. Il s'agit tout simplement ici, dans le cas pratique qui était donné, d'un écart entre les stipulations contractuelles, puisqu'il s'agissait du cahier des charges, une demande explicite du cahier des charges, et la chose effectivement livrée. Donc c'était de toute façon tout à fait évident sur le manquement contractuel en lui-même. Et en fait, le cas pratique portait vraiment sur cette notion de qu'est-ce que c'est qu'une contravention essentielle, comment est-ce qu'on la caractérise, et puis quels sont les effets de la présence ou de l'absence d'une contravention essentielle sur les remèdes qui peuvent être demandés en justice. Et notamment ici sur la faculté de refuser les produits, de renvoyer les produits, de substituer un autre produit au produit défectueux qui a été livré par le fournisseur, et la faculté d'exiger un remplacement du produit défectueux par le fournisseur. Donc toutes ces choses-là, qui sont des questions très classiques des remèdes disponibles sous l'empire de la Convention de Vienne, étaient des questions qui se rencontraient, en fait, qui se croisaient et qui s'articulaient très fortement autour justement de cette question de savoir s'il y avait ou s'il n'y avait pas une contravention essentielle.
Sur ce sujet, effectivement, ça n'appelait pas particulièrement, en tout cas à ma connaissance, une jurisprudence interprétative récente. Il suffisait de se référer à la notion générale et puis de l'appliquer à la circonstance, même s'il est vrai que la question telle qu'elle est formulée à l'intérieur du cas renvoie à un questionnement très actuel en doctrine sur la question de savoir comment traiter tous les manques de conformité qui sont liés à des questions de développement durable, à des questions de garantie de produits, agriculture biologique, éthique, etc., puisqu'il s'agissait là d'un problème de conformité qui était dû au fait que des emballages n'étaient pas, contrairement à ce qu'exigeait le cahier des charges, des choses 100% recyclées. Donc quelque chose de pas du tout surprenant quand on suit un petit peu les débats en matière de droit du commerce international, mais quelque chose de tout à fait simple. Sur la deuxième partie, là la partie que je viens de vous énoncer était donc sur 12 points. Selon la manière dont le barème équilibrera les questions et jaugera de la difficulté des questions, il pourrait y avoir 4 à peut-être 5 points sur cette question de pure convention de Vienne, avec sur la détermination du juge compétent, sur la détermination de la loi applicable et sur la discussion de le délai de prescription est-il contraire à l'ordre public international, peut-il éventuellement être écarté par une loi de police, donc qui sont plutôt des questions de droit international privé. On aurait le reste des points, donc quelque chose qui serait au moins la moitié des points, mais probablement plutôt 7-8 points, donc une majorité de points aux aspects de droit international privé. Le grand 2 est relatif vraiment à quelque chose qui est beaucoup plus dans les termes d'une consultation, puisque le grand 1 se rapporte à des faits déjà passés et à un contentieux que l'on voudrait démarrer. Et d'ailleurs, dans le démarrage de ce contentieux, j'ai oublié de vous le signaler, mais il est évidemment de bon ton de rappeler aussi les règles d'action qui sont liées à la mise en cause d'une conformité sous l'empire de la Convention de Vienne, donc le double délai de réaction et d'action derrière. Et donc ce grand 2, je vous disais, est plus dans l'esprit d'une consultation, c'est-à-dire de la rédaction d'un acte lors de laquelle on se demande si certaines clauses, si certains termes du contrat modèle de franchise, puisqu'il s'agissait de cela en l'occurrence, était oui ou non compatible avec le droit positif, était-il oui ou non susceptible de poser des problèmes. On avait là 2 clauses qui étaient très clairement détachées, le grand 2 étant sur 8 points, on peut imaginer que chacune des 2 clauses remporterait 4 points sur le barème, même si c'est encore quelque chose qu'il convient de vérifier, avec une première interrogation sur l'imposition de prix de revente au public, aux consommateurs. C'est quelque chose qui, à ma connaissance, là aussi, n'a pas fait l'objet d'un grand arrêt récent de la Cour de justice, encore qu'il y ait des affaires qui passent devant la Commission de manière assez régulière, puisqu'il s'agit d'une très ancienne question de droit de la concurrence, qui d'ailleurs peut trouver des réponses en droit interne, mais il fallait éviter de développer les réponses de droit interne puisqu'il ne s'agit pas là d'une épreuve de droit commercial où vous êtes censé sortir des articles du Code de commerce, mais d'une épreuve de droit international et européen où les problèmes de concurrence doivent se régler sous l'angle du droit européen de la concurrence. Donc cette pratique de prix imposée dans un réseau de distribution et ici dans un réseau de franchisés est une très vieille question de droit de la concurrence qui est une question d'une grande importance pratique qui revient dans la pratique de manière tout à fait courante et qui est plutôt bien balisée. Encore une fois, pas d'arrêt récent, mais quelque chose de très facile à remonter à partir des connaissances de base. On pouvait éventuellement hésiter entre traiter cela sous l'angle d'une entente prohibée ou de traiter ça sous l'angle d'un abus de position dominante, parce qu'il s'agit d'une société dont on vous dit qu'elle a un certain succès qui impose un prix de vente assez franchisé. Donc on aurait pu penser à un abus de position dominante, donc à l'utilisation de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont je suggère fortement, et puis
la pratique prouve que ça n'est pas le bon fondement juridique, donc je suggère très fortement qu'il fallait l'écarter, notamment quelque chose qui pouvait mettre la puce à l'oreille dans la manière dont le cas pratique, dont la consultation était rédigée, est le fait qu'on n'avait strictement aucune indication sur la dominance à l'intérieur du marché, sur la question de quelle était la part de marché prise par l'entreprise, de quelle était sa situation sur le marché, sa capacité à agir de manière complètement anormale par rapport à une situation de concurrence pure et habituelle, d'un fonctionnement de marché normal, et par conséquent, on n'avait pas les moyens en fait de se prononcer sur un abus de position dominante. C'est en réalité la pratique des prix imposés par une tête de réseau assez franchisée est quelque chose qui est traité sous l'angle de l'entente prohibée et sous l'angle d'entente verticale entre la tête de réseau d'une part et les différents franchisés d'autre part. Donc à chaque fois qu'un contrat de franchise est conclu avec un franchisé, ça pose la virtualité d'un accord qui peut éventuellement atteindre la concurrence et constituer une entente prohibée au sens de l'article 101 TFUE. Donc il s'agissait juste de repérer ça, de partir sur l'article 101 TFUE, d'en dérouler les différentes conditions, les différentes étapes, ce qui ne pose pas des problèmes absolument transcendants. Et on peut assez facilement imaginer des arguments tendant à montrer qu'il y a une influence sur la concurrence, évidemment, dans le fait d'imposer des prix. Ça détruit la concurrence intra-groupe ou intra-réseau, en l'occurrence. Et du coup, ça peut effectivement avoir des effets délétères sur les prix dans le marché et sur l'optimisation du marché, notamment du point de vue du prix de vente pour les consommateurs. Donc, on a quelque chose qui n'est pas très difficile à argumenter, en fait, un cas assez simple, finalement, de droit européen de la concurrence. On notera d'ailleurs au passage qu'en 2017, le morceau du cas pratique sur le droit européen de la concurrence était déjà une question d'entente prohibée avec une mise en œuvre de l'article 101 TFUE, comme quoi ça démontre bien que des questions peuvent se répéter à quelques années d'intervalle et que ça n'est pas parce qu'on a traité cette année des clauses attributives de juridiction, par exemple, que l'année prochaine, au concours 2020, il serait inconcevable qu'une question porte sur une clause attributive de juridiction. Ça me permet de faire une transition sur la toute dernière question du cas pratique, puisqu'il s'agissait en dernière question, effectivement, d'une clause attributive de juridiction, et pour être plus précis, d'une clause attributive de juridiction que l'on dit asymétrique. Asymétrique, cela veut dire que les deux parties n'ont pas les mêmes droits en vertu de la clause attributive de juridiction. C'était très simple à voir si on savait ce que c'était qu'une clause attributive de juridiction asymétrique, puisque le cas pratique nous disait qu'il y avait une clause attributive de juridiction dans le contrat, obligeant les franchisés étrangers à porter leur action devant les juridictions françaises, tandis que le franchiseur, la tête de réseau française, avait le choix de choisir les juridictions françaises ou celle du pays d'établissement du franchisé. Donc on a une asymétrie entre les pouvoirs des deux parties au contrat. Il s'agissait du coup, là pour le coup, comme je vous le disais plus tôt dans cette vidéo, d'une question vraiment technique, puisque pour connaître la solution, il fallait connaître la jurisprudence en la matière. Ça ne posait strictement aucun problème pour des personnes ayant suivi les actualités de l'année, ayant notamment, par exemple, suivi les cours de l'ISP, puisque en réalité, cette question des clauses attributives de juridiction de type asymétrique a agité la doctrine ces 4 ou 5 dernières années, puisque la Cour de cassation a rendu un certain nombre d'arrêts, d'ailleurs avec des jurisprudences un petit peu divergentes. Donc il s'agissait juste de connaître les jurisprudences de 2018, les derniers principes de solution utilisés par la Cour de cassation, et de les mobiliser au service de cette question qui, du coup, devenait tout à fait simple à résoudre quand on avait effectivement la connaissance des arrêts Société Crédit Suisse contre
contre ICH et Société Saint-Joseph contre Dexia Bank. Ça ne posait strictement aucun problème à condition d'être au courant de l'actualité. Si on n'avait pas cette actualité, effectivement, le principe de solution reste nécessairement obscur. En revanche, on pouvait toujours grappiller quelques points au barème en étant bien préparé méthodologiquement, en définissant notamment l'applicabilité ou la non-applicabilité de l'article 25 du règlement Bruxelles 1 bis, etc. Donc on pouvait de toute façon répondre en partie au moins à la question, mais c'est vrai que l'essence du principe de solution qui est pour la Cour de cassation de s'articuler sur la prévisibilité des juridictions désignées par la clause demandait à connaître cette jurisprudence récente. Donc au bilan, comme vous pouvez le constater, un nombre de questions qui est relativement important, puisque là, je suggère qu'on peut articuler et découper ce cas pratique en fait en 6 sous-questions. Juge compétent, droit applicable, question de la compatibilité du délai de prescription du droit italien avec les lois de police françaises ou avec l'ordre public international français, analyse de la situation sous l'angle de la Convention de Vienne de 1980, petite analyse de droit des ententes prohibées, article 101 TFUE, et la jurisprudence récente en matière de clauses attributives de juridiction de type asymétrique. Donc ça fait quand même quelque chose d'assez long à résoudre, mais aucun de ces points n'était extrêmement technique, mis à part peut-être le tout dernier. Donc quelque chose qui demandait à être bien préparé méthodologiquement notamment pour marquer toutes les bonnes étapes du raisonnement, ne rien oublier, mais surtout ne pas perdre de temps, parce que le facteur temps était quelque chose d'assez décisif cette année, vu la multiplicité des questions, de ne pas se perdre en route et de rester concentré sur le chrono, mais quelque chose qui, avec des connaissances de base, un petit peu d'actualité et de la méthode, était globalement quand même plutôt simple à résoudre. Voilà, mon analyse à chaud de cette épreuve de droit international et européen pour le concours du CRFPA 2019. S'en suivra une vidéo de correction complète pour les étudiants s'inscrivant à la formule de préparation au CRFPA pour le concours de 2020. C'est l'une des toutes premières vidéos qu'ils auront à disposition dans leur espace personnel une fois leur inscription validée. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et intéressante. Et je vous dis à très bientôt pour ceux d'entre vous qui suivront mes cours pendant cette année.